Vous pouvez agir. Vous êtes libres, chers amis. Salut Francis. Salut Alex. Là, on regarde ça, là. C'est pas de bon augure nécessairement pour la renégociation de cette prochaine entente commerciale entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Ça promet pour 2026. En temps normal, ça aurait été un peu un non-événement. Là. L'entente Canada-États-Unis-Mexique a une échéance de renouvellement, mais on aurait pu dire, tu sais, on renouvelle, là, comme tu renouvelles ton abonnement de téléphone sans trop le savoir une fois par année. Là, évidemment, avec Donald Trump qui met de la pression partout, il voit des petites failles, ça va être plus compliqué. Rappelons que les négociations sont officiellement suspendues, ce qui ne veut pas dire qu'officieusement, derrière des portes closes, il n'y a pas mille et une tractations. On sait que le ministre Leblanc est régulièrement à Washington. Je devine que c'est pas pour faire du tourisme. Il y a donc des conversations, mais qui ne sont pas au niveau du premier ministre et du président, qui, eux, se parlent cordialement là, de temps à autre, mais pas substantiellement sur la question de l'entente. Là où il y a évidemment des sujets qui vont être polémique, j'ai envie de dire, au Canada. La gestion de l'offre va certainement être un sujet à débat. On sait que M. Carney a promis plusieurs fois de protéger nos producteurs agricoles qui sont assujettis à ça, mais c'est certain que les Américains trouvent ça bien fâchant là, qu'on protège certaines industries. Ils aimeraient avoir un meilleur accès au marché. Donc là-dessus, ça va être intéressant de voir comment on s'organise. Un autre sujet, évidemment, puis là, Isabelle, ça va sûrement t'intéresser, mais c'est tout le volet numérique. Puis là-dessus, on peut le diviser en deux. Il y a le volet autonomie numérique ou souveraineté numérique, plus du côté des données, là, le cloud, comme on l'appelle, avec Amazon, Google et Microsoft, qui sont d'immenses joueurs. Mais il y a aussi le volet culturel. Hein. Rappelons que le Canada avait souhaité imposer une taxe sur les services numériques. Et ça, on a déjà reculé là-dessus. Ah oui, la taxe qui a fonctionné, on a mis nos culottes. Puis tu sais, il y a eu C11 aussi sur Facebook et autres qui devaient contribuer au journalisme. On sait que, bon, puis on en est un peu les victimes hein, nous-mêmes. Là, on peut plus partager de nouvelles ou de sites de nouvelles sur les plateformes de Meta. Donc, je pense que M. Trump va vouloir, à quelque part, enchasser ça dans une entente et ça va être un levier là, de négociation pour lui. Bref, il est loin de la coupe aux lèvres là, par rapport à l'entente Canada, États-Unis, Mexique. Mais en même temps, c'est pas parce que c'est pas officiellement renouvelé qu'on va nécessairement tout annuler. Hein. Rappelons qu'actuellement, oui, il y a des tarifs sur le bois d'œuvre, sur l'acier et l'aluminium, mais grosso modo, si on prend la totalité des importations et exportations entre les deux pays, c'est à peu près 3,9 % là, des biens qui sont véritablement tarifés. Est-ce que tu es en train de nous insuffler un vent d'espoir, toi, là? Je dis juste que même s'il n'y a pas comme les signatures en bas de la feuille, ça va pas être comme il y a soudainement des tarifs de 100 % sur tout. Là. Il va y avoir un genre... Tu sais, des fois, comme dans les conventions collectives, on convient de la maintenir jusqu'à ce que la nouvelle convention soit signée, puis des fois, ça peut prendre un an. Là. Ben, c'est ce qui risque d'arriver. On va dire, on ne change rien, mais je pense pas que du jour au lendemain, quand l'entente arrive à échéance, on va dire, il n'y a plus aucune entente, puis là, ça foutrait bien trop le bordel. Ouais, c'est pas un vent d'espoir, Isabelle, c'est juste la climatisation dans le studio. C'est dans le coin. C'est ça le petit vent que tu sens. Bon, la saga Nordvolt, Francis, on connaît le flop que ça a donné, mais là, il reste le terrain. C'est un peu là, ce que Québec a fait pour se protéger, une garantie sur le terrain. On a le prix. Québec voudrait avoir au moins 315 millions pour le terrain. On a payé quoi? 240? Est-ce que c'est réaliste dans ton esprit? Nordvolt a payé 240. On a fait le prêt. Selon un montant qui avait été établi par un organisme, entre guillemets, indépendant, mais qui travaillait avec Nordvolt, qui est CBRE, là, qui est une grande firme internationale dans le domaine de l'immobilier. Ils ont la même firme. On leur a demandé de refaire les évaluations. Donc, ils arrivent à ce chiffre de 315 millions. Il faut dire quand même que ça fait déjà 2-3 ans là, que le prêt a été consenti. Il était consenti à 5 %. Donc, techniquement, les intérêts courts, donc le 240, ça fait comme un 12-15 millions d'intérêts par année. Ça a l'air de rien, mais c'est 255, puis 270. Fait que, déjà là-dessus, plus ça va prendre de temps, plus on va s'attendre à avoir un montant élevé pour récupérer aussi le volet prêt, hein, ces intérêts-là. 315 millions, c'est peut-être un peu élevé. Hein. Rappelons que Luc Poirier avait dit que lui, il rachèterait le terrain à 240 millions, entre guillemets, demain matin. Moins les taxes. Moins les taxes de bienvenue et tout ça, ce qui est une façon de négocier. Mais là, donc, on a fait cette évaluation. Le syndic vend le terrain. Puis là, la question, c'est est-ce qu'on le vend d'un coup, donc en un lot, ou est-ce que d'abord, on fait des étapes? Mais bon, c'est de la paperasse. Il faut aller auprès des municipalités, le subdiviser en différents lots avec des numéros, etc. Ça aurait probablement plus de valeur en pièces détachées. Puis c'est pas, tu sais, des Nordvolt qui ont des besoins de terrain à ce point, genre, énorme. Ça court pas les rues. Donc, c'est pas dit demain qu'on va trouver même quelqu'un qui
qui a besoin d'autant de superficie. Donc, ce serait peut-être logique de le subdiviser, mais si on fait ça, le temps court. Et plus le temps court, ben, plus il faut qu'on ait un montant important pour récupérer notre argent. Bref, on va voir quelle manifestation d'intérêt il y a en début d'année 2026. Mais chose certaine, là, ça ne sera pas signé dans les 2 prochains mois. Là, comme je l'expliquais, là, c'est pas comme vendre un condo. Là, c'est pas quelque chose que tu fais sur le coin d'une table. Ah, tu vends-tu un condo sur le coin d'une table? Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Oui, On peut probablement acheter un condo sur le téléphone avant la fin de la chronique. Donc, tout ça pour dire, ça va être intéressant de suivre ça en 2026. On va en savoir. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va récupérer une grosse partie de ce montant-là, voire plus, avec les intérêts. Donc, je serais très intéressé de suivre le dossier l'année prochaine. Comme nous le rappelle François Legault, ce qui compte, Francis, c'est la moyenne au bâton. C'est la moyenne au bâton. Je t'écoutais ce matin, justement. Effectivement, tu sors ton joueur étoile, il fait n'importe quoi, puis tu dis, mais c'est la moyenne des joueurs. Même, c'est ce joueur-là que tu m'as dit qu'il était le bon joueur. Donc, voilà. Dans ce contexte-là, le gouvernement se cherche des rentrées d'argent, que ce soit Hydro-Québec, mais la SAAQ, la SAQ aussi. Et là, on s'aperçoit qu'il y a une forte diminution des ventes à la SAQ. Oui, c'est sorti hier, en fait, puis c'est un peu inquiétant parce que la diminution s'accélère. On avait vu au premier trimestre une diminution de 2 % du volume d'alcool, puis de 3 %, puis là, on a 4 % de diminution du volume. La, entre guillemets, bonne nouvelle pour le gouvernement, c'est que les prix, eux, ont augmenté. Donc, la baisse de volume combinée à l'augmentation des prix fait que pour le gouvernement, il n'y a ni perte ni gain, là, fait à 1 ou 2 millions près. Là, mais tu sais, sur l'ensemble des revenus qui vont être versés à Québec, ça ne fait pas de différence. Je voulais juste en parler rapidement parce que c'est très intéressant. La première chose, c'est que partout en Occident, on constate une diminution de la consommation d'alcool. Après la pandémie, c'est comme si les gens s'étaient mis comme à la sobriété. On a donné pendant la pandémie quand même. Ouais, puis tu sais, il y a eu des rapports qui ont été mis à l'international, puis ensuite au Canada, disant qu'il y avait un lien quand même assez ténu entre la consommation d'alcool et le cancer. Puis bon, tu sais, c'est contesté, mais bon, je pense que c'est rentré dans la psyché. Moi, personnellement, je bois beaucoup, beaucoup moins. Puis c'est pas comme, je sais pas, j'ai moins envie de ça. Je travaille plus, puis tu sais, j'ai des jeunes enfants. Mais tu sais, comme on dirait que maintenant, je bois 2 verres, puis je suis comme, hey, je suis sous. Tu sais, j'ai moins, tu sais, je sais pas. Il faut juste sentir la bouteille. Que je vieillis, là, mais je sens qu'autour de moi, tu sais, on va dans des soupers de famille avec des amis. Puis c'est vrai qu'on boit. Il y a du sans-alcool, il y a d'autres options. On boit un verre. Tu sais, hier, j'étais dans une soirée et j'ai bu un petit cocktail en arrivant, un demi-verre de rouge, puis j'étais comme, that's it. J'ai bu mon alcool pour la soirée. Et c'est sûr que les volumes diminuent. L'autre élément, évidemment, c'est que depuis 2020, le prix de l'alcool au Canada a augmenté de 17 %. Puis on parle beaucoup d'inflation, puis je voulais comme mentionner ça. En économie, on a ce qu'on appelle l'élasticité de la demande, là, c'est-à-dire que quand le prix de quelque chose augmente, forcément, t'en consommes moins. Et donc, c'est sûr que l'alcool, c'est un bien de luxe. Là. C'est pas des protéines puis des légumes là, pour nourrir le... C'est vraiment, on est dans le pur luxe, c'est un plaisir. Donc, c'est sûr que dans une période où les gens se sentent serrés, qui ont de la difficulté à boucler leur budget, ben la bouteille, en moyenne, à 21 $, c'est rendu une bouteille à la SAQ en moyenne. C'est sûr que peut-être que tu vas en acheter une fois sur deux, tu vas prendre de l'eau ou d'autres choses. Fait que c'est sûr que ça fait diminuer les ventes, la SAQ. Daniel de Roxton Pound dit que la baisse de vente à la SAQ, c'est de sa faute parce qu'il ne boit plus la semaine. Voilà, donc tout ça pour dire, résultat net pour l'État québécois, pas grand-chose, mais ça reste un comportement puis une transformation économique intéressante à observer, voir si ça va se poursuivre dans la nouvelle année. Puis c'est paradoxal, hein, parce que là, c'est le monopole d'État. On sait que c'est pas trop bon pour nous de boire, mais le monopole d'État, il est un peu désespéré, là, il démultiplie le marketing puis les petites ventes pop-up. Puis je suis comme, hey, peut-être qu'on doit juste accepter, les amis, que vendez d'autres choses, là, mais bon, c'est le paradoxe d'avoir doté le Québec d'un monopole commercial, marketing de vente d'alcool. En tout cas, on aura la chance d'en reparler certainement. Alors, on t'écoute à jeun, à 15h cet après-midi. Sans faute. Je promets de ne pas boire d'ici là.